Je n'ai pas de projection à vous faire, mais je pense que vous pouvez suivre aisément. Ce que je vais vous dire maintenant est beaucoup plus court que ce que vous trouvez dans les pages roses, là, mais j'y ferai allusion tout à l'heure pour aller plus vite. Hein. Alors, une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant le cadre européen de référence, qu'on appelle la perspective actionnelle ou l'approche par tâche, c'est qu'en fait, ce qui est clarifié et explicité dans ce cadre européen, parfois dans un jargon un peu particulier, ce sont des choses qui existent depuis longtemps dans la tradition de l'enseignement des langues. Simplement, elles n'étaient pas peut-être présentées tout à fait de la même manière. Alors, je vais vous en donner simplement un exemple. Ça sera ma première partie. Je vous interpréterai cet exemple comme il a été conçu à l'époque où il s'est passé, et ensuite j'essaierai de vous montrer comment on peut l'interpréter dans le cadre européen, et vous verrez qu'à mon sens, c'est bien dans la lignée de ce cadre. Et puis ensuite, je ferai une conclusion peut-être un peu plus incisive sur le cadre européen. Donc mon premier point consiste à vous donner simplement un exemple d'exercice de grammaire que j'avais appelé en 1974, il y a bien longtemps, vous voyez, des exercices de conceptualisation. En quoi consistent ces exercices? Un des premiers exercices que j'ai vu pratiquer dans une classe comme ça, c'était dans une classe allemande, mais de la vallée du Rhin. Les élèves utilisaient une méthode, comme on dit, c'est-à-dire une méthode audiovisuelle, structuro-globale audiovisuelle, qui s'appelait de vive voix et que certains ont peut-être pratiqué. Dans cette méthode, dans les 5 premières leçons, les élèves travaillent sur la notion de possession, c'est-à-dire qu'ils apprennent des phrases en français comme c'est le chapeau de Mireille, Mireille a un chapeau, c'est son chapeau. Bon. Au bout de 4 à 5 leçons, dans cette classe, certains élèves allemands disaient à peu près sans trop d'erreur, Mireille a son chapeau. Mais certains disaient, Mireille a sa chapeau. C'est une faute, comme on dit, par rapport aux Français. Le professeur, au lieu de les corriger, leur a dit « Faites-moi des phrases avec son, ça ». Et comme les élèves n'écrivaient pas encore beaucoup en français, il a fait ce qu'on appelle une dictée au professeur, c'est-à-dire que les élèves produisaient les phrases et le professeur les écrivait au tableau. Les phrases qui n'étaient pas possibles en français, il les rayait d'une croix et laissait les autres phrases non rayées. Au bout d'un moment, sur une phrase, ah, il y a un tableau, c'est très bien. Les tableaux, j'aime beaucoup. Sur une phrase comme Mireille a son chapeau, un élève a dit « Je comprends comment ça marche en français ». Et il a dit « Voilà, en anglais et en allemand, ça marche comme ça. En français, ça marche comme ça. »
Et j'ai eu la surprise de voir que toute la classe approuvait, comme s'ils avaient compris sa règle. Or, cette règle, qu'il montrait par des flèches comme ça, pourquoi toute la classe la reconnaissait-elle? Simplement parce que c'était une règle à laquelle ils étaient habitués, parce qu'ils l'avaient apprise en anglais ou en allemand. Donc, le professeur a essayé ensuite de voir si cette petite règle ou explication était applicable à tous les autres exemples, et on a vu que ce n'était pas applicable aux exemples rayés. Donc les élèves ont noté dans leur cahier les phrases correctes et la petite explication. C'était le début d'une grammaire adaptée à leurs besoins. Et j'ai trouvé cet exercice extrêmement intéressant pour plusieurs raisons que je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc je passe à mon second point. C'est un exercice que j'avais proposé d'abord pour des étudiants relativement avancés, parce que je pensais, les classes que je connaissais, c'était des classes où les élèves parlaient des langues différentes. Donc pour expliquer comment fonctionne la langue étrangère, il leur fallait déjà un certain niveau, disons linguistique, pour pouvoir s'exprimer. Dans la classe d'allemand, ils le faisaient en langue maternelle, parce que tous les élèves avaient l'allemand comme langue maternelle. Ces exercices ont été conçus en réaction à ce qui était dominant à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelait les exercices structuraux, ou ce qu'on appelait, par exemple, dans la méthode de SGAV audiovisuelle, on appelait l'animation grammaticale, c'est-à-dire une pratique ordonnée de la langue, mais sans explication grammaticale. Or, moi, je pensais que des élèves qui avaient dans la tête des idées grammaticales, ils essayaient de les réutiliser dans l'apprentissage de la langue étrangère. Et donc, ces exercices, c'était une manière de tester les hypothèses qu'ils se faisaient dans la tête pour apprendre cette langue. Et pourquoi je raisonnais comme ça? Parce que j'étais convaincu que les règles que le professeur a dans la tête, les règles que l'on trouve dans les livres de grammaire, ça ne correspond pas aux besoins des étudiants. Et pourquoi ça ne correspond pas aux besoins des étudiants? C'est que dans les cas les plus simples, quand on commence à apprendre une langue étrangère, on possède évidemment déjà une langue maternelle. Et sur cette langue maternelle, dans certains systèmes éducatifs, on apprend de la grammaire, comme en Allemagne par exemple. Dans d'autres systèmes éducatifs, on n'apprend pratiquement pas de grammaire, comme au Japon ou comme en Grande-Bretagne. Enfin, jusqu'à ces dernières années. Sur cette L1, on peut figurer l'apprentissage d'une L2 comme ça. C'est-à-dire qu'à la leçon 5, les élèves, qu'est-ce qu'ils connaissent de la L2? Ils connaissent quelques éléments et ils ont l'expérience de leur L1. Les règles dont ils ont besoin, ce sont celles qui leur permettent d'expliquer ou de s'expliquer à eux-mêmes ce qu'ils ont commencé à apprendre dans la L2 et leur expérience de la L1. Les règles que le professeur a dans la tête, ou qui sont souvent dans le livre de grammaire, impliquent beaucoup de connaissances que les élèves n'ont pas. C'est-à-dire, c'est des règles qui sont faites pour les professeurs ou pour les linguistes, pour quelqu'un qui maîtrise bien la totalité de la langue. Donc, à mon avis, le professeur ne peut pas répondre aux besoins des étudiants, et c'est les étudiants
qui doivent trouver une réponse aux problèmes qu'ils se posent et aux problèmes grammaticaux qu'ils se posent. Donc, pour que ça marche, il faut du côté du professeur qu'il ait une certaine intuition grammaticale de la langue qu'il enseigne, de manière à pouvoir juger spontanément si une phrase est grammaticale ou n'est pas grammaticale dans cette langue. Sinon, il ne sait pas quelles sont les phrases qu'il faut régler, n'est-ce pas? La seconde compétence que doit avoir le professeur, c'est qu'il doit être capable d'admettre des raisonnements grammaticaux différents de ceux auxquels il est accoutumé. Parce que si le professeur n'a dans la tête qu'une manière de raisonner la grammaire, il voudra que les élèves retrouvent cette manière-là. C'est-à-dire que le professeur doit avoir une certaine culture grammaticale ou linguistique, disons, qui soit pas linguistique, mais plurimétalinguistique. Il doit être capable de suivre des cheminements, des raisonnements grammaticaux qui ne sont pas les siens, de manière à admettre qu'un élève peut s'expliquer autrement que lui la manière dont fonctionne la langue qu'il est en train d'apprendre ou la manière dont il comprend que cette langue fonctionne. Du côté des élèves, ces exercices ne marchent que si les élèves ont un passé grammatical. Qu'est-ce que j'entends par un passé grammatical? C'est-à-dire si antérieurement à leur entrée dans votre classe, ils ont appris à raisonner grammaticalement sur une langue. C'est-à-dire si on leur a enseigné des outils pour raisonner comme des petits grammairiens ou des grands grammairiens, s'ils n'ont pas ces outils, avant d'entrer dans la classe, c'est inutile de faire ce genre d'exercice, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens conceptuels, les outils conceptuels, pour élaborer une hypothèse explicative sur le fonctionnement de la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Je vous ai dit, c'est le cas de la plupart des élèves britanniques. Je me souviens d'un professeur de grammaire dans une université britannique qui faisait un cours de grammaire. Les élèves sont venus le voir en délégation et lui ont dit « Monsieur le professeur, dites-nous si ça se dit ou si ça ne se dit pas, dites-nous ce que ça veut dire et après vous nous donnerez les explications grammaticales que vous voulez. » C'est-à-dire que les explications grammaticales, ça ne les intéressait pas, ça ne correspondait pas à leurs besoins d'apprendre, simplement parce qu'ils ont appris leur langue maternelle, ils ont par routine, par pratique d'exercice, sans apprendre à analyser grammaticalement une phrase. Et c'est toujours une surprise pour les jeunes Français, quand ils arrivent en Angleterre, dans une université, de voir que les jeunes Anglais, eh bien, ils ne savent pas ce que c'est qu'un adverbe, qu'une conjonction, etc. C'est peut-être la même chose, ça serait la même chose au Japon, si les Japonais n'apprenaient pas très jeunes l'anglais par une méthode grammaticale. Je crois qu'ils apprennent des catégories grammaticales, ou certaines catégories grammaticales quand ils apprennent l'anglais. Bon, ce genre d'exercice, il est parfaitement descriptible dans le cadre... Alors, je ne vais pas me livrer à l'exercice, vous prenez la page 5, là, où j'ai repris la terminologie du cadre, page 5, au milieu.
aussi observé que les exercices de conceptualisation sont parfaitement descriptibles, et vous regarderez au-dessous, j'énumère 5 passages qui montrent que c'est parfaitement compatible avec les descriptions que l'on donne de ce qu'on appelle une tâche métacommunicative à l'intérieur du cadre européen de référence. Bon. En plus, ce type d'exercice, mais bien après, j'ai découvert qu'il y avait un didacticien français du XVIIIe siècle qui proposait plus ou moins la même chose. D'accord? Alors, vous savez qu'un des problèmes, enfin un des problèmes, non, plutôt quelque chose qui caractérise profondément le cadre européen, c'est que ces auteurs n'ont pas voulu prendre position sur les théories qui fondent leurs analyses. Ni les théories linguistiques, ni les théories psychologiques. Il y a évidemment une théorie éducative derrière, mais elle n'est pas explicitée, et ils n'ont pas voulu prendre position non plus sur les techniques d'enseignement que l'on doit utiliser. Comme on a répété plusieurs fois, ça n'est pas un manuel de langue, c'est un guide, c'est une philosophie peut-être pour enseigner les langues, mais la partie théorique en est pratiquement absente, et la partie pratique, disons, comment le mettre en œuvre dans les classes, est aussi n'est pas très précise, disons. À mon avis, c'est plutôt un avantage parce que ça devrait donner beaucoup de souplesse à l'utilisation du cadre européen, et on peut très bien y introduire des exercices comme celui dont je viens de parler, qui ont existé bien avant le cadre. Hein. L'autre point sur lequel je pense que ces exercices sont compatibles avec le cadre européen, c'est que le cadre européen, on dit souvent, de manière pas explicite non plus, ou très explicite, que c'est un point de vue constructiviste. Alors le constructivisme, on peut l'interpréter de manière assez différente. Moi, je l'interprète, comme je l'ai indiqué tout à l'heure rapidement, par le fait que les règles de grammaire ne sont pas des lois de la nature. Elles n'existent pas dans la nature des choses avant que les grammairiens les aient construites, et les grammairiens construisent les règles en fonction évidemment de l'observation de la réalité, mais aussi en fonction des outils et des théories qui sont les leurs. C'est pour ça, par exemple, que je suis contre les exercices de grammaire inductive. Je ne pense pas que les élèves puissent découvrir, même à partir de bons exemples, une règle que les grammairiens ou les linguistes ont parfois mis 1 siècle ou 2 siècles à élaborer. Mais oui, j'appelle ça quelquefois la méthode Eureka, mais on oublie que quand Archimède s'est écrié Eureka, Archimède n'était pas n'importe qui, il se posait des questions depuis longtemps, et il avait beaucoup de connaissances, et en plongeant dans son bain un jour, il s'est dit « Ah, j'ai trouvé la réponse, mais à des questions, et à disons, un ensemble de connaissances qu'il avait depuis longtemps. » Je passe à la conclusion, pour être juste dans les temps, je crois. Je n'ai pas parlé de plurilinguisme, ni de pluriculturalisme. Mais c'est sous-jacent à tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de plurilinguisme, mais je vous ai dit qu'il y avait dans ce raisonnement plusieurs langues présentes. Au moins 2, la langue de départ des élèves et la langue cible, ou une partie de la langue cible. Et parfois, il y a une 3e langue qui est aussi l'anglais, par exemple, dans le cas du Japon. J'ai parlé aussi de
métalinguistique. Métalinguistique. Ça veut dire que je considère qu'il y a des manières extrêmement différentes de raisonner les règles d'une langue et que certaines manières l'ont emporté à certaines époques et à d'autres époques, ça a été d'autres manières de raisonner ces langues. Donc il y a plus, disons, il y a besoin de ce que j'appelle quelquefois une métalinguistique contrastive qui consiste à contraster ou à comparer la manière dont on raisonne le fonctionnement des langues dans une culture et la manière dont on raisonne le fonctionnement des langues dans une autre culture. Donc, plurimétalinguistique. Linguistisme, je ne sais pas comment dire, linguistique, si vous voulez, ça sera plus simple. Mais aussi pluralité des traditions éducatives. Je vous ai dit, même à l'intérieur de l'Europe, en Grande-Bretagne, on a abandonné l'enseignement de la grammaire sur la langue maternelle dans les années 1950, alors qu'avant ça se produisait. Mais dans les traditions françaises et allemandes, eh bien, la grammaire est enseignée dès 6-7 ans. Donc il y a disons, on est obligé dans une classe de langue étrangère de tenir compte de traditions éducatives différentes si on veut avoir une classe efficace. Alors, à mon avis, le principal danger de l'universalisation du cadre européen, ça n'est ni son approche par tâche, ni sa perspective actionnelle, qui est loin d'être nouvelle dans l'histoire de la didactique de langue étrangère, c'est celui de l'universalisation de ces échelles de niveau. Pourtant, les rédacteurs, si vous lisez, sont très prudents sur cette question. Je cite quelques passages. « Toute tentative pour définir des niveaux de compétences est arbitraire, disent-ils. Un peu plus loin, il faut être prudent dans l'interprétation de l'ensemble de niveaux et d'échelles de la compétence langagière et ne pas les considérer comme un instrument de mesure semblable à un mètre. » Et je pourrais en dire, en citer d'autres passages. Le problème, c'est qu'en diffusant mondialement ces échelles, eh bien, on oublie parfois ces prudences et on sait que les évaluations certificatives induisent plus ou moins un certain contenu et mode d'enseignement qui ne conviennent pas toujours aux apprenants. C'est d'abord, je crois, quand on universalise ces échelles et ces niveaux, sans précaution, sans les contextualiser au sens où ça a été défendu plusieurs fois depuis le début de ce colloque, c'est oublier qu'elles ont d'abord été conçues dans et pour l'Europe à des fins de modalités professionnelles ou autres. Or, il est beaucoup de pays, dont le Japon, où l'on apprend le français ou l'allemand L2 à des fins qui sont moins utilitaires que d'ordre culturel ou esthétique, en particulier pour le français. Voilà, je vous remercie.